toutes et à tous, bonjour Jean-Michel Vernochet, bonjour au frère Buffet. Alors aujourd'hui on est ensemble à nouveau pour parler de cet ouvrage qui est le vôtre, qui s'appelle Retour de flamme, les banlieues de Damas, matrice du terrorisme qui frappe l'Occident. Et en sous-titre, Chronique de 5 années de guerre coalisée contre la République arabe syrienne. Alors c'est un livre de chroniques qui réunit des chroniques étalées sur 10 années, vous avez écrites, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, oui, je sais. Je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, lire un extrait de la 4e de couverture pour que les spectateurs aient une idée générale de cet ouvrage, du contenu de cet ouvrage. Pour qui est familier des arcanes du printemps syrien et de la guerre inexpiable que livrent les occidentalistes à la Syrie et au régime laïque de Damas, ces pages apparaîtront comme singulièrement prémonitoires. Elles montrent en effet combien les révélations fracassantes surgies dans la presse ces derniers mois étaient en réalité connues de longue date. Par exemple, pour ce qui est du rôle d'Ankara, de Riyad, de Doha, de Paris, de Londres et de Washington dans le financement, l'encadrement, le renseignement et le soutien logistique des factions rebelles, mercenaires et internationalistes combattant sur le sol syrien. Une précision, je parle d'occidentaliste, c'est un néologisme, mais je ne veux pas dire occidentaux, c'est pas les occidentaux, c'est pas tout l'Occident. Il y a en France ce qu'on peut appeler le pays légal, c'est-à-dire le gouvernement. Représente-t-il aujourd'hui, Monsieur Hollande est à 8%. Et il y a le pays réel. Et il y a le pays réel, même chose pour les opinions internationales qui n'en peuvent mais. On voit bien quelles sont d'ailleurs les élections américaines en préparation, montrent bien quels sont les mécanismes de la démocratie, les mécanismes totalement truqués, totalement faussés, falsifiés, montrant que dès qu'un homme arrive, n'est pas du sérail, n'est pas de la bonne mouvance, comment il est battu, contrebattu, comment on tente de l'exclure, puisqu'on a parlé à de multiples reprises d'ailleurs d'un possible assassinat de Trump, du candidat Trump. On voit bien que la démocratie est une façade, c'est un décor à la Potemkin, et que donc on ne peut pas assimiler les peuples occidentaux avec leur gouvernement. Alors pour revenir à votre ouvrage, ce qui est frappant, c'est que vous le commencez avec donc l'année 2005 et le retrait du Liban par l'armée syrienne, qui est consécutif à l'assassinat de Rafik Hariri, pour lequel le régime syrien a été accusé. Alors est-ce que vous pourriez revenir sur cet événement majeur et est-ce que vous le considérez comme un pré-printemps arabe? À cette époque, les Syriens se retirent en bon ordre de marche, et d'ailleurs ils vont livrer le Liban à lui-même, ce qui ne sera pas forcément du meilleur résultat. N'oublions pas qu'on parle du Liban comme une entité indépendante, mais qui naît après la Seconde Guerre mondiale. Autrefois c'était l'Empire ottoman, et le Liban faisait partie de la Syrie. Qui plus est, les forces d'occupation syriennes étaient au Liban, mais sous mandat international à la suite des accords de Taïf. Donc ce n'était pas une armée d'invasion qui avait pris pied et place dans un pays qui aurait été soumis. Donc il se retire, et on peut déjà interpréter cela comme une concession majeure faite à l'ordre international, à la légalité internationale, à la pression de ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale. Mais la communauté internationale, elle se réduit à la bande des Anglo-Américains, au groupe de pression que constitue à la suite de l'Amérique l'empire thalassocratique. Alors c'est un mot un peu bizarre, thalassocratique, mais l'empire des mers, ça va de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Angleterre. On voit bien qu'on n'est pas dans un univers continental, on est dans un autre univers. Alors, il y a eu à cette époque, donc en 2005, l'assassinat de Rafik Hariri et l'assassinat d'un certain nombre de personnalités libanaises qui, pour la plupart, donc, étaient des journalistes et proches du régime syrien. Alors, lors d'un entretien que vous avez eu en 2006 avec le
le président Bachar el-Assad. Vous avez évoqué bien sûr ces assassinats. Et M. Assad vous répond que la Syrie n'avait rien à gagner à assassiner des proches de son régime. Ensuite, il vous, de manière subtile et implicite, désigne, pointe du doigt l'État voisin de la Syrie qui tirerait ses marrons du feu et qui bénéficierait du retrait syrien du Liban. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela et faire peut-être une relation entre cet assassinat qui a eu lieu en 2005 et la guerre israélo-libanaise d'août 2006. Je sais, vous me l'avez volé de la bouche. Quand je rencontre, j'étais avec quelques amis et camarades, nous rencontrons Bachar el-Assad en 2006, c'est en février. Nous n'imaginons pas encore que les forces hébreux vont envahir le sud du Liban et qu'il y aura cette guerre terrible, mais qui sera un échec. Il est bien clair que se retirant, les forces syriennes laissent un vide, et ce qui permet à l'armée israélienne d'espérer pouvoir avancer au sud Liban et démanteler les positions du Hezbollah chiite. Ce à quoi ils ne parviendront pas, ils commettront un certain nombre de crimes de guerre, de crimes graves, en bombardant notamment à Cana, en bombardant une maison abritant des civils. Il y aura 150 civils tués une seule fois. En partant au moment où Israël se retire, elle laisse plus de 700 000 bombes à sous-munitions au sud Liban. Vous imaginez, mais ça, la presse, la grande presse, n'en parle guère. Il est clair que déjà le président el-Assad, à l'époque, voyait poindre des menaces extrêmement précises de subversion, de déstabilisation. Et il annonce d'ailleurs dans son propos, en quelque sorte, les printemps arabes. On voit que des révolutions qu'on appellera plus tard des révolutions colorées se profilent. Alors, je vais justement citer un extrait de cet entretien. Donc vous posez la question suivante, très intéressante, à Bachar el-Assad. Je rappelle qu'on est en début 2006 là. De votre point de vue, les pressions qui s'exercent sur la Syrie participent-elles du projet américain de démocratisation du monde arabe et musulman, autrement appelé Greater Middle East Initiative? En interrogation. Il vous répond: nous sommes au cœur de ce projet et nous en scellerons l'échec ou la réussite. Il faut souligner que ce projet n'est que la mise en pratique de la doctrine dite du chaos constructif, c'est Michael Lydon, le néoconservateur, laquelle consiste à détruire les systèmes politiques et sociaux des différents États du monde arabe pour tenter de reconstruire sur leurs ruines une démocratie sur le modèle américain. On en voit l'application et le résultat en Irak. Or, si le désordre américain en Irak fait tache d'huile, inutile de dire que toute la région en pâtira lourdement. Les États-Unis se montrent en effet incapables de maîtriser la situation qu'ils ont créée. Maintenant, ils n'ont d'autre issue que de retirer leurs troupes comme premier préalable avant d'envisager un retour à la stabilité. Et plus loin, il dit: tous ces actes, vus du côté syrien, ont un caractère profondément irrationnel, d'autant qu'il n'existe aucun indice tangible de notre implication. Il parle des assassinats au Liban. Oui, et de l'assassinat de Rafik Hariri, qu'on lui avait mis sur le dos, et grâce au moyen duquel on essayait de le faire tomber, de le faire traduire devant une juridiction internationale. Et il termine ensuite, je vous redonne la parole: je n'ai pas non plus besoin de désigner le seul État de la région qui tire un bénéfice immédiat de la déstabilisation de la Syrie. Quel est le rapport entre ces déclarations de Bachar el-Assad en 2006 et le début de la déstabilisation de la Syrie en 2011 et la géopolitique israélienne? Écoutez, le rapport, il est constant, il y a une continuité, il y a une planification qui est inscrite en lettres de feu, ne serait-ce que dans le plan Oded Yinon que nous venons de rééditer aux éditions Sigest. En 82, le plan montre bien qu'il s'agit de créer un grand Israël allant du Nil à l'Euphrate, enfin bon, les frontières soi-disant vétérotestamentaires, mais que ce plan
plan d'ailleurs n'est pas du tout des fumées, des chimères qu'auraient agité quelques extrémistes, puisque le Grand Israël était enseigné à l'armée, voire dans certaines universités ou écoles israéliennes jusqu'à une date relativement récente. Alors l'assassinat d'Hariri a été un moyen de découpler la France de la Syrie. Nous avions d'excellents rapports avec eux, puis encore une fois de rapprocher les Américains de la France. La France avait une politique arabe à cette époque, une politique méditerranéenne qui s'était concrétisée en 2003, vous vous souvenez, par le fameux discours de Villepin au Conseil de sécurité, refusant conjointement avec l'Allemagne, mais on n'a pas accusé l'Allemagne, à ce moment-là, seule la France était coupable. Nous avions refusé d'accompagner les Américains dans leur aventure irakienne. Donc déjà, les grandes manœuvres étaient en cours. Le président El-Assad, avec beaucoup de bon sens, souligne qu'il n'avait aucun intérêt à faire assassiner des pro-syriens au Liban. Y compris Rafik Hariri, qui était, je le rappelle, un ami de la Syrie avant d'être assassiné. Voilà. Et donc, essaye de se dégager de ce piège mortel qu'on essaye de tisser. Alors, c'est un piège qui fera long feu. On découvrira ultérieurement que la plupart des témoins étaient de faux témoins, avaient été achetés, qu'il y a eu des pressions énormes, des chantages, enfin toutes sortes de conditions scandaleuses. À telle enseigne que M. El-Assad sera invité sur les Champs-Élysées un fameux 14 juillet, comme le sera le colonel Kadhafi. On sait ce qui arrive aux gens qu'on invite sur les Champs-Élysées, il leur arrive de gros malheurs. Alors, est-ce qu'on peut maintenant aborder les moyens mis en œuvre pour déstabiliser la Syrie, sans parler de tout le monde musulman, puisqu'il s'agit d'un livre sur la Syrie? On peut dire que dans un premier temps, les bombardements US en Irak ont ouvert la voie, c'est-à-dire ont dégagé le terrain aux futurs groupes terroristes qui allaient s'attaquer à la Syrie après avoir contribué à détruire très largement la Libye. Alors vous avez raison de poser la question. De toute façon, le terrorisme al-qaïdiste et donc daéchien, al-nostriste, al-Nosra qui vient de se dissoudre. Al-Nosra n'existe plus puisqu'il y avait, vous savez, il y a des querelles sémantiques sur la terminologie. Y a-t-il des terroristes modérés? Al-Nosra est-il modéré? Tout ça n'est qu'une question d'étiquette. Tout cela n'est qu'une question d'étiquette. Du temps de Saddam Hussein, il n'y avait pas un seul radical musulman ou wahhabite sur le territoire. Ça, il faut le dire, il faut le souligner, il faut le rappeler. D'où la volonté de détruire l'Irak baathiste de Saddam Hussein. C'était un verrou. Et dès lors que le régime baathiste est tombé, eh bien, là aussi, on a un vide, un vacuum qui se crée, et les radicaux wahhabites vont rejoindre la résistance anciennement baathiste pour former le noyau de l'État, le noyau dur de l'État islamique, qui est en fait aussi une revendication à la fois tribale et sunnite, puisque les sunnites vont être subvertis, vont être minorisés par rapport aux chiites, auxquels les Américains donnent l'accès, les Américains donnent l'accès au pouvoir. Des chiites pro-américains. Des chiites pro-américains. Vous avez raison de le souligner, parce qu'il y a aussi des chiites pro-iraniens ou simplement pro-irakiens en Irak. Alors, dans votre livre, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on peut suivre la guerre contre la Syrie étape par étape. Il y a des jalons que vous posez tout au long de votre livre, mais ici on va essayer de donner une perspective plus large et synthétique. Est-ce que vous pouvez, en partant donc du début de la déstabilisation en 2011 et de cette longue guerre, je dirais pas intestine parce que c'est une véritable guerre avec des mercenaires envoyés de l'extérieur qui ont pénétré dans le territoire syrien. Ce sont des troupes étrangères. Est-ce que vous pouvez nous donner une perspective géopolitique et historique en partant de ces événements-là
pour analyser la situation actuelle? Alors, je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé d'un homme qui a une stratégie, c'est Michael Liddon, qui est la stratégie du chaos. Alors, soi-disant du chaos constructif, mais en fait, je pense que c'est le chaos tout court, parce que hors d'eau à chaos, on peut. Autrefois, c'était divisé pour régner, mais maintenant, on détruit les peuples, on crée on jette des ferments de guerre civile. On l'a vu en Irak toutes ces années depuis 2004, et ça n'a jamais cessé. Je crois que cet été, ou au printemps, c'était plusieurs milliers de morts dans les attentats à l'intérieur même de l'Irak, uniquement du fait des attentats. Mais ça, la presse aussi ne cite pas ces chiffres. Michael Liddon, qui était américain, la figure dominante à Washington des think tanks néoconservateurs, est un homme qui a été mis en cause, mais de façon très précise. On trouve même sur Wikipédia, dans les fameuses années de plomb en Italie, l'attentat de la gare de Bologne qui avait fait 80-90 morts, et c'était un agent avéré et avoué là aussi Wikipédia le mentionne, à la fois du Mossad et de la CIA. Donc on voit quelles sont les forces profondes, les forces, je ne vais pas dire les forces occultes, mais les forces ténébreuses qui sont dans là, ce qu'on appelle aussi d'ailleurs l'état profond. Bon, au début, en 2003, je ne voulais pas croire que l'Amérique venait pour détruire le pays. Mais un de mes amis familiers du Proche-Orient me dit mais si, ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Ben oui, c'est effectivement le chaos. Et c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on a vu s'installer aussi bien en Libye. Alors on va dire, ah non, c'est accidentel, c'est une conséquence malheureuse, c'est un effet pervers. Mais non, là aussi... voulu. C'est totalement voulu. Même chose, on en parle moins, même chose pour le Soudan. Maintenant, nous avons le Yémen, nous avons la Syrie, sauf que la Syrie devait tomber. Et avec à la clé, j'imagine, des guerres confessionnelles. Mais la Syrie résiste. Et lorsque vous disiez que mon propos était prémonitoire, eh bien, aujourd'hui, on découvre la grande presse, les analystes, les observateurs, de façon timide, ou même Bachar el-Jafari, qui est le représentant permanent de la Syrie au Conseil de sécurité, commence à oser dire des choses que l'on sait depuis le départ. Hypocrites, because they pretend on one hand fighting the terrorists, but on the other hand they are backing them. Alors parlons de l'actualité. Il y avait eu un cessez-le-feu signé le 9 septembre. Ce cessez-le-feu a été violé par les groupes terroristes. On peut constater que chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, il est violé par les terroristes, mais le cessez-le-feu leur permet, avant de réattaquer, de se restructurer, de se replacer sur le plan stratégique, replacer leur position de façon stratégique pour pouvoir réattaquer. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation générale en Syrie, compte tenu des derniers événements, et aussi, avant que je n'oublie, que vous nous parliez de ce parallèle dont vous m'aviez parlé juste avant l'entretien, entre la guerre d'Espagne impliquant les brigades internationales, et qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, et la guerre en Syrie avec ces nouvelles brigades internationales qui pourraient précéder une Troisième Guerre mondiale. Alors, beaucoup de choses, j'espère ne rien oublier. Bachar el-Jafari lui-même découvre que ce n'était pas dit ce qu'on n'osait pas dire. Et on va revenir sur le fait qu'on n'osait pas dire qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile. C'est ce que je dis depuis 2011. Je dis, j'insiste, je le répète. Ce livre d'ailleurs, en préambule, je dis bien, ce n'est pas un roman, c'est un rapport d'autopsie. Hein, c'est pas folichon, mais la guerre n'est pas folichonne, et elle nous pend, au demeurant, elle nous pend au bout du nez. Voilà, Al-Jafari dit, mais donc ce n'est pas une guerre, c'est pas une guerre intestine, ce n'est pas une guerre civile, c'est bien une guerre internationale. Ben oui, c'est une guerre internationale. Parce que il y a plus de 100 voire 110 nationalités qui ont envoyé des combattants, des radicaux, ça vient même du Turkestan chinois, hein, le fameux Xinjiang. C'est pourquoi d'ailleurs la Chine est maintenant partie prenante dans le conflit, et a envoyé des observateurs, des conseillers et autres. 110 nationalités sur les 170-173 pays, nations, États que comptent les Nations Unies. C'est quand même
c'est une majorité écrasante. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on voit que la Syrie est devenue le terrain d'affrontement de grandes puissances. Les Américains, qui sont aujourd'hui, qui combattent à l'est de la Syrie, la Turquie, si on considère que la Turquie, 70 millions de personnes, qui est la seconde armée de l'OTAN, ne jamais oublier, derrière les États-Unis, hein, seconde armée de l'OTAN, combat elle au nord, au sud nous avons Israël, qui est très largement engagé, qui matraque de façon répétée depuis 2011. Depuis 2011, qui matraque certaines positions, détruit des entrepôts, des convois, et qui vient de perdre 2 appareils, alors apparemment peut-être un drone et un avion de combat, mais cherchez dans la presse qui en a parlé. Cherchez. Pourtant, qu'Israël perde un avion de combat au-dessus du territoire, au-dessus du sol syrien, c'est quand même, c'est pas un événement mineur. Et puis, donc nous avons la Russie qui aujourd'hui épaule, si l'on peut dire, mais en suivant son propre agenda, épaule le gouvernement de Damas, également l'Iran, avec là aussi un agenda qui lui est propre. J'utilise ce terme d'agenda un peu à contre-cœur, puisque c'est un terme américain, et on va dire programme, plan, projet, ça serait peut-être plus approprié. Puis la Chine, que je venais de mentionner, qui est un peu en embuscade, qui est discrète, mais qui est bien présente sur le terrain. Donc nous avons déjà une guerre internationale, du fait des groupes combattants, musulmans, radicaux et autres, qui sont aussi des groupes mercenaires, financés, payés par le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont des puissances régionales indéniables, même si démographiquement elles ne pèsent pas lourd, mais elles pèsent fort par leur pétrodollars. Et puis maintenant, ces grandes puissances qui se rencontrent, se jaugent, parlementent bien sûr, le fameux accord du 9 septembre, mais qui va donner lieu à une trêve qui durera à peine une semaine. Trêve qui va être ponctuée de 2 incidents, si je peux dire ponctuée, marquée par 2 incidents majeurs, la destruction par l'aviation alliée, mais pas seulement américaine, 2 fois 2 appareils, des appareils qui vont matraquer pendant 50 minutes des positions de l'armée arabe syrienne, c'est-à-dire des positions gouvernementales. Il faut préciser que ce n'est pas une simple erreur, puisque pendant 2 jours, des drones américains ont survolé la zone. Pour préparer les tirs. Voilà. Pour préparer les tirs, donc là c'est quand même un fameux coup de canif dans le contrat. Et puis après, il y aura la destruction partielle d'un convoi humanitaire, alors on ne sait par qui, mais on a dit par bombardement, on accuse immédiatement Damas, comme d'habitude, sauf qu'il y a vraisemblablement, c'est ce que dit El Jafari au Conseil de sécurité, il n'y a pas d'impact sur le sol, il n'y a pas de cratère, donc ce serait des explosions qui auraient lieu au sol. Et d'ailleurs, notons que ces convois humanitaires qui arrivent de Turquie sont sous-scellés, et nul ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est uniquement du ravitaillement, c'est destiné à Alep, c'est destiné aux zones rebelles d'Alep, qui continuent à combattre, d'où arrivent leurs armes, puisqu'ils sont apparemment encerclés. Ça, tout le monde se pose la question. Alors, pour terminer sur la guerre d'Espagne, qui va être une guerre terrible, terrifiante, relisez Les grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos, cette guerre va s'achever au moment où va démarrer la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi d'ailleurs l'Espagne d'une certaine façon restera neutre en partie, parce qu'elle devra penser ses plaies qui étaient profondes. Et bien cette guerre civile qui n'en était pas une, puisque il y avait ces forces internationalistes qui soutenait, l'Allemagne était partie prenante aussi aux côtés de Franco, a été le précurseur de cette guerre mondiale, et on peut se demander si aujourd'hui nous ne trouvons pas dans un cas de figure similaire. Je fais le parallèle, je trace le parallèle dans ce livre, mais pas seulement. D'autres l'ont fait avec moi ou après moi, et je pense que c'est une idée qui doit s'imposer à tous. Au moment où Madame Clinton, alors aujourd'hui elle a mis un bémol, Madame Clinton nous annonçait qu'elle ferait certainement la guerre à l'Iran, et en tout cas qu'elle abrogerait le traité, ou en tout cas les accords sur le nucléaire iranien. Donc nous sommes à un moment, véritablement un tournant de l'histoire qui peut déboucher sur on ne sait quoi.
Donc on ne peut plus dire qu'on est dans une guerre internationale de basse intensité, mais plutôt de moyenne intensité, puisque les forces internationales qui combattaient par proxy en Syrie sont directement impliquées. Vous avez parlé de la Turquie, vous avez parlé d'Israël, mais qui est déjà impliqué depuis 2011, et des États-Unis qui attaquent frontalement, directement l'armée syrienne. Alors maintenant, partant de cet ouvrage et de cette perspective qui s'étale en fait sur 10 ans, pas seulement 5 ans, mais 10 ans, si l'on continue à tracer les lignes de la guerre en Syrie, et qu'on veut faire de la prospective, quel serait votre pronostic pour les prochains mois, pour les prochaines années? Pour les prochains mois, c'est l'issue des batailles qui sont en cours ou qui vont être engagées. Les Américains veulent engager au cours du mois de novembre la grande bataille de Mossoul. Je pense que M. Obama voulait conclure un certain nombre de dossiers avant de quitter donc la reconquête symbolique de Mossoul, où a été annoncé, déclaré, proclamer le califat de M. al-Baghdadi, serait un acte symbolique d'une grande force. À ceci près qu'on risque d'avoir un désastre. Imaginez, ça c'est une incise, une incidente, que nos bons daéchiens fassent sauter le grand barrage qui est au nord de Mossoul, qui est protégé militairement par les Turcs, par les Américains, par je ne sais qui y parviennent. Mais c'est extrêmement instable puisque Mossoul tremble en permanence. À chaque fois que le barrage bouge, Mossoul tremble. Là, on aura 200, 300, 400, 500, 600 000 morts d'un seul coup. Et là, c'est une perspective qu'on ne peut pas ignorer, que nul ne peut ignorer. Alors, peut-être pour conclure, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que nous sommes en sursis jusqu'à l'élection présidentielle américaine et que l'arrivée probable d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche allumera la dernière mèche qui fera sauter, je dirais pas tout le Proche-Orient, mais qui déclenchera une guerre mondiale? Alors, si Clinton arrive aux affaires, il est clair que beaucoup vont se sentir libérés. Les bourses exulteront et que même en Europe, tous les européistes convaincus, tous ceux qui s'appuient sur l'Amérique, si c'est Trump, c'est une autre affaire, puisque Trump veut revenir un peu à la doctrine Monroe, qui n'est pas une doctrine de l'isolationnisme, mais on se mêle aussi vraiment que de ce qui nous regarde et nous intéresse vitaux. Revenir dans sa zone d'influence naturelle. Naturelle, mais même l'Atlantique Nord, même les affaires européennes, mais à condition que les intérêts américains soient menacés en Atlantique Nord. C'est ça la doctrine Monroe. Alors, je voudrais revenir, avec votre permission, Youssef, juste une microseconde sur les fameuses batailles en cours. On peut imaginer que le bombardement des positions gouvernementales, l'armée arabe syrienne, par les forces coalisées, notamment américaines, avait pour but de bloquer la progression de la reconquête vers Raqqa, qui est l'actuelle capitale de l'État islamique. D'ailleurs, juste après les bombardements, Daesh a pris les positions qui avaient été vidées de leurs occupants, a lancé immédiatement une offensive. C'est quand même peut-être pas tout à fait un hasard. Alors il y a un cas de figure sur lequel il faut, parce que les choses sont quand même d'une extraordinaire complexité et en même temps on peut les schématiser sans trop de risques. Aujourd'hui on a vu que la Russie, par ce retournement depuis le 15 juillet, s'est rapprochée, ou plutôt que la Turquie s'est rapprochée de la Russie et s'est associée à l'opération bouclier de l'Euphrate, qui consiste à repousser les forces kurdes au-delà de l'Euphrate, au-delà de l'Est, à l'Est de l'Euphrate. L'Iran s'y est associé aussi, apparemment c'est une bande, la Turquie veut dégager une bande de 45 km de largeur sur 12 km de profondeur, pour empêcher la constitution d'un État kurde. Il faut bien comprendre que dans ce cas de figure, c'est les alliés potentiels, pas seulement potentiels, les véritables alliés des Américains qui sont aujourd'hui contenus par cette offensive, ce qui explique ces alliances qui pourraient de loin paraître contre nature.
De même que la bataille d'Alep, aujourd'hui on nous annonce un bas de sang, comme à Benghazi, ce sont les casques blancs syriens qui viennent de recevoir un prix Nobel alternatif, ce qui leur donne une immense autorité. Ils viennent de dire qu'il était urgent qu'on bloque l'armée gouvernementale parce qu'on risquait un massacre des populations. C'est toujours On nous l'a fait en 2011 avec Benghazi, en effet. Si ça marche bien, pourquoi ne pas recommencer? Plus les ficelles sont grosses, meilleures elles sont. Voilà, donc 3 batailles en cours, Raqqa, Mossoul, Alep. Et là, on voit bien que les relations se tendent, que les rapports se durcissent, qu'on est dans des phases de confrontation verbale, mais qui pourraient aussi bien déboucher. Je ne crois pas que l'armée américaine le veuille, je suis certain qu'elle ne le veut pas, une confrontation directe avec la Russie. Voilà, où nous en sommes pour le moment, pour l'heure. Alors peut-être pour conclure, ce livre n'est pas seulement un livre de géopolitique proche-orientale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, peut-être pour ceux qui nous regardent, la géopolitique proche-orientale, la guerre en Syrie est directement liée au terrorisme qui frappe maintenant l'Europe, l'Occident en général. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête que ceux qui ont été frappés par les attentats, les pays qui ont été frappés par les attentats en Occident, doivent bien comprendre que ce n'est qu'un centième, un millième de ce que vivent les Syriens et les Irakiens et les Libyens au quotidien. Et que nous ne sommes pas dans un monde clos, nous sommes dans un monde ouvert et où tout est interconnecté. Si votre voisin est frappé, si la maison de votre voisin brûle, attendez-vous à ce que la vôtre soit touchée. Les guerres extérieures ont leur correspondance avec les guerres intérieures. D'où le titre. Et c'est le sujet aussi de votre dernier livre, Youssef, qui cherche à isoler, à identifier les mythes de l'idéologie du choc des civilisations, qui est aussi l'un des aspects, l'une des faces de la guerre intérieure qui nous est conduite. Pour envoyer ces deux mondes l'un contre l'autre. Donc, je présente une nouvelle fois ce livre, Jean-Michel Vernochet, Retour de flamme, les banlieues de Damas, matrice du terrorisme qui frappe l'Occident. Si vous voulez connaître les causes profondes du terrorisme qui frappe l'Occident. Et surtout, cela prouve qu'on n'a pas besoin d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou tout d'un coup, qu'on sait tout dès le départ. Il suffit de regarder, il suffit d'observer, il suffit de dire. Connaître la cause première permet de comprendre les finalités, les conséquences, les effets. On démonte le code génétique. Jean-Michel Vernochet. Merci à vous, Youssef.